Ils sont 12. 12 stades bâtis aux quatre coins de l'Europe. Imaginés par les architectes les plus audacieux et construits par des milliers d'ouvriers et d'ingénieurs. 12 arènes gigantesques, sélectionnées pour accueillir les matchs d'un événement planétaire, le Championnat d'Europe de football 2020. Embarqués pour un tour d'Europe inédit à la découverte des plus beaux stades du continent. Dans cet épisode, la rencontre va opposer le stade de Wembley de Londres en Angleterre à l'Allianz Arena de Munich en Allemagne. D'un côté, un stade de 90 000 places au toit rétractable, soutenu par une immense arche. Un stade construit dans le respect des traditions anglaises et une référence mondiale en matière de football. Pelé l'a surnommé la cathédrale du foot, la capitale du foot, le cœur du foot. Et de l'autre, une enceinte entièrement dédiée au football, où le spectateur est placé au plus près de l'action. Un stade au design novateur, recouvert d'une peau en coussin gonflable, capable de s'illuminer de mille feux. Pour éclairer la façade, on dispose d'une palette de 16 millions de couleurs. Et ça pour tous les losanges. Londres et Munich, le choc de deux titans. Commençons notre voyage en Angleterre, la patrie du football. À une dizaine de kilomètres du centre-ville londonien, trône le stade de Wembley, inauguré en 2007 et entièrement reconstruit sur le site de l'ancienne enceinte. Wembley, un stade mythique pour tout un peuple. Une réputation qui va bien au-delà des frontières et qui a atteint une dimension mondiale. Simon Inglis est historien et grand spécialiste du football britannique. Il a écrit plusieurs ouvrages sur les origines de ce temple du foot. Le stade de Wembley existe parce qu'après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne voulait organiser une grande exposition pour célébrer la paix et aussi faire savoir au monde que son aventure coloniale tournait encore à plein régime. Ça a été vraiment compliqué de rassembler les fonds nécessaires, d'intéresser le public et les investisseurs britanniques. Et en 1921, ils se sont dit « Mettons un stade ici, installons un stade national ». Il y avait cette notion que l'Angleterre avait besoin d'un stade à la hauteur de l'Empire. Et évidemment, ils l'ont appelé le Stade de l'Empire. Construit en à peine un an, ce stade est à l'époque la plus grande enceinte du monde, pouvant accueillir jusqu'à 127 000 spectateurs debout. Le jour de son inauguration, le stade est pris d'assaut. Des dizaines de milliers de supporters sans ticket envahissent le terrain. Ils viennent assister à la rencontre la plus attendue de l'année, la finale de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre de football. Au cours des décennies, l'Empire Stadium va rythmer la vie des Britanniques. Les plus grands événements du pays y sont organisés. Les Jeux Olympiques de 1948 et surtout la Coupe du Monde de foot de 1966. La Coupe du Monde 1966.
la seule fois que l'Angleterre, la prétendue maison du football, gagne réellement la Coupe du Monde. Et en plus, ça se passe à la maison. Et ça, rien ne peut nous l'enlever. Pour ma génération, c'est une date clé de nos vies. Et on associe ça à Wembley. 66, Wembley. Ça fait partie de notre mémoire collective. À partir des années 90, les heures de gloire du stade sont comptées. Les dirigeants de la Fédération anglaise de football veulent un stade plus moderne. 5 villes différentes ont fait une offre pour remplacer Wembley. Wembley, évidemment, puis Bradford, Sheffield, Manchester et Birmingham. Elles ont toutes fait une offre pour accueillir le nouveau stade national. Pour la première fois depuis les années 20, Wembley a dû justifier son importance devant toute la nation. Et c'est ce qu'elle a fait. La ville de Wembley a gagné l'appel d'offres, surtout parce que l'association de football ne voyait que Wembley pour accueillir les matchs de l'équipe d'Angleterre et les finales de coupe. Il fallait que ce soit à Londres. C'est donc ici, à l'endroit même de l'ancien stade de Wembley, que trône désormais la nouvelle enceinte. Un immense stade de 90 000 places, 4 fois plus haut que l'ancienne arène, et qui couvre 2 fois plus de surface. C'est le plus grand stade du pays et l'un des plus grands stades couverts au monde. L'accès aux tribunes se fait directement par 36 entrées réparties tout autour de l'enceinte. Les conditions d'accueil et les services offerts aux supporters sont à l'image de ce temple du foot, démesuré. Pas moins de 98 cuisines alimentent les 688 kiosques de restauration rapide et de boissons. Une dizaine de restaurants sont présents, dont certains réservés uniquement aux 17 500 membres privilégiés du très select Club Wembley. La famille royale dispose également de ses entrées et ascenseurs privés pour assister au match depuis la Royal Box. Mais pour arriver à une telle démesure, les architectes du cabinet Foster & Partners ont dû relever de nombreux défis. Le premier était de concevoir une enceinte moderne tout en conservant son extraordinaire héritage. La particularité la plus célèbre de l'ancien stade, c'était ses 2 tours magistrales à l'entrée. Elles étaient le symbole de l'histoire du football anglais depuis 80 ans, et leur destruction a secoué tout le peuple britannique. Quand on a commencé à étudier le design, on était devant un monument national vieux de 75 ans avec ses 2 tours comme symbole. Elles mesuraient 35 mètres de haut environ. Et quand on s'est demandé si on pouvait les garder, on s'est rendu compte que le nouveau stade était vraiment trop grand. On était obligé de les déplacer ou même de les démolir. Un des plus grands défis a été de remplacer cette icône nationale. Il nous fallait quelque chose de visuellement puissant. C'est en cherchant comment soutenir le poids colossal du toit que les architectes ont eu l'idée de l'élément qui allait peut-être pouvoir remplacer les 2 tours dans le cœur des Anglais. On a étudié l'idée d'une arche qui s'étende au-dessus du toit. On a donc dû décider comment supporter le toit grâce à l'arche. Et on était plutôt intrigués par l'idée de câbles en diagonale. Et ces câbles qui descendent de l'arche forment une structure. Si on regarde de loin, ça ressemble à une couronne, une tiare. On s'est dit que ça créerait une image très forte du stade. Les ingénieurs vont alors créer une structure en acier de 315 mètres de long et de 135 mètres de haut. Une immense arche composée de 42 segments de 7,50 m de diamètre et de 10,40 m de longueur. Ils ont d'abord assemblé tous les éléments à terre, puis fixé les 2 points d'attache au sol de chaque côté de l'arche. Ils ont ensuite fait pivoter les 1700 tonnes de l'arche au-dessus de l'enceinte. Pour les architectes et ingénieurs,
l'assemblage de l'arche et sa mise en place fut l'une des étapes les plus délicates de la construction du stade. L'arche a été érigée sur place, au sol, pendant 10 mois, puis soulevée au-dessus de la pelouse pendant 6 semaines, en 3 étapes. D'abord à 30 degrés du sol, 60 degrés, 100 degrés et enfin 112 degrés. Tout ça monitoré et contrôlé par ordinateur 24 heures sur 24 pour s'assurer que toutes les connexions agissaient comme prévu. Une fois l'arche maintenue en position, inclinée à 112 degrés, un immense anneau métallique d'1 kilomètre de long a été posé autour du mur de l'enceinte. Partant de cet anneau métallique, une série de poutres ont été construites au-dessus des tribunes du stade pour former la structure du toit. Durant cette phase de construction, des tours temporaires ont été érigées pour maintenir au-dessus du vide les poutres métalliques. Une fois le toit achevé, le poids des poutres du toit a été transféré à l'arche grâce à une série de câbles tendus entre l'arche et la partie nord du toit. Au final, l'arche soutient tout le poids de la partie nord du toit et également 60% du poids de la partie sud. Les 40% du poids restant sont pris en charge par la structure principale de l'enceinte. L'arche reste en équilibre permanent grâce au jeu de balancement entre les parties nord et sud de la toiture. Une prouesse technique qui permet d'éviter l'utilisation de piliers de soutien à l'intérieur du stade. En tant qu'architecte, j'apprécie vraiment le travail collectif qui a été effectué entre nos équipes et celle de l'autre cabinet. Je pense que c'est vraiment un ouvrage ultra complexe. Tout d'abord, des tribunes qui sont fixes, une arche qui tomberait s'il n'y avait pas le toit pour la maintenir en équilibre, et un toit qui est soutenu par l'arche, qui elle-même est en tension. Un toit dont les parties fixes protègent les spectateurs, mais qui est aussi doté d'éléments amovibles pour assurer l'intégrité de la pelouse. Je pense qu'il y a une vraie harmonie qui est plutôt exceptionnelle. À l'origine, le stade était connu pour ses 2 tours. Et maintenant, l'arche de 130 mètres de haut, tu peux vraiment la voir à plus de 60 km de distance. Donc, non seulement ça devient un nouveau symbole du stade, mais c'est quelque chose de reconnaissable instantanément. Aucun autre stade au monde n'a ça. Comme pour le stade de Wembley à Londres, l'architecture caractéristique d'un stade peut transformer certaines constructions en emblèmes de toute une ville. L'un des exemples les plus frappants se trouve en Allemagne, à Munich, capitale de la Bavière. La ville accueille l'un des plus beaux stades du monde, l'Allianz Arena. Réputé pour son architecture hors norme et son enveloppe d'un blanc éclatant, on le surnomme le canot pneumatique. Ce stade a été construit en 2005 pour accueillir les 2 clubs de la ville, le TSV 1860 et le FC Bayern. Depuis 2017, il est la propriété exclusive du FC Bayern de Munich, le club le plus titré du pays et l'un des plus grands d'Europe, avec 5 Ligues des Champions à son palmarès. Mais pour bâtir un nouveau stade au nord de Munich, de nombreux défis ont dû être relevés. Le premier, convaincre les autorités locales de la nécessité d'un temple entièrement dédié au football.
Dans les années 90, les deux fédérations voulaient déjà faire un nouveau stade de foot à Munich. À l'époque, ils jouaient au stade Olympia, c'est-à-dire dans un stade qui n'est pas un stade de foot, mais quelque chose de totalement différent. Un stade immense, très ouvert. Il a un terrain plus grand et autour du terrain de foot, il y a une piste d'athlétisme de 400 mètres. Les spectateurs sont donc très loin du jeu. C'est aussi un stade avec une seule rangée de gradins, c'est-à-dire qu'il y a un plan très plat. On est donc encore plus éloigné du jeu. La distance entre les spectateurs, le terrain de jeu et les joueurs est nettement plus importante. Et c'est à partir de cette observation qu'on a eu l'idée de construire au nord de Munich un vrai stade de foot et non pas un stade olympique. En octobre 2001, les Munichois votent en faveur d'un nouveau stade de foot, malgré les réticences de la mairie qui préférerait rénover l'ancien stade olympique. Le chantier débute en octobre 2002 et va durer 2 ans et demi. À l'époque, les architectes et les ingénieurs ont dû relever de nombreux défis. Le premier d'entre eux, le lieu choisi pour sa construction. Situé dans le nord de Munich, entre l'aéroport et le centre-ville, l'édifice est coincé entre une voie ferrée et une autoroute. C'est à cet endroit précis qu'il fallait construire non seulement un stade de 171 000 m², mais aussi un parking géant pour les spectateurs. Les coûts de construction seront supportés par les 2 clubs de la ville. À la tête de ce monument devenu l'un des emblèmes de la ville, Jürgen Muth, directeur du stade. C'est l'un des premiers stades qui a donné une très grande importance à l'architecture. On a travaillé avec les architectes de renommée mondiale, Jacques Herzog et Pierre de Meuron, qui n'ont pas simplement construit un stade en béton et en acier, mais surtout une sorte d'enveloppe. Ce stade a fait la couverture des magazines. Et aujourd'hui, on est fiers de voir que les architectes, mais aussi le public qui assiste aux championnats d'Europe ou des fans du monde entier viennent à Munich juste pour visiter ce bâtiment. Pour Robert Hossel, chef de projet de l'Allianz Arena, ce stade ne devait ressembler à aucun autre. Nous ne voulions surtout pas faire de ce toit et de cette façade un édifice classique. L'idée, c'était de faire un objet incurvé, tout en courbure, qui en quelque sorte se referme sur lui-même. On retrouve donc cette géométrie un peu partout. Même sur la façade avec ses coussins, qui a été posée un peu comme un cocon, comme une peau. Maintenant, cette façade et ce toit font de cet édifice un véritable objet. Un objet hors du commun, symbole d'une nouvelle ère dans la conception des stades. Pour arriver à une telle prouesse architecturale, les ingénieurs vont proposer un matériau original qui a déjà fait ses preuves en construction, mais jusqu'alors jamais utilisé pour un stade de foot. L'éthylène tétrafluoroéthylène, nom de code ETFE. Ce matériau plastique peut être étiré en film. En les superposant, on obtient des poches
qui peuvent être gonflés pour former des coussins. L'enveloppe de l'Allianz Arena est donc composée de très exactement 2742 coussins gonflables en plastique. L'assemblage a nécessité 9 mois de travaux. Un puzzle géant où chaque pièce en forme de losange doit parfaitement s'assembler avec les autres. Chaque coussin mesure en moyenne 6 mètres sur 3 et son enveloppe de plastique ne dépasse pas 0,25 mm d'épaisseur. Avec une densité d'à peine 350 grammes par mètre carré, le coussin est ultra léger mais très résistant. Il peut supporter jusqu'à 400 fois son propre poids. L'utilisation de l'ETFE allège donc considérablement la charge sur les charpentes du toit. Tobias Sieber est le responsable de la maintenance du stade. Il nous emmène dans les entrailles de l'Allianz Arena pour nous livrer les secrets de sa gigantesque façade gonflable. Chaque coussin est constamment maintenu sous une pression de 300 pascal. Cette pression est générée par 4 appareils d'alimentation d'air. L'air est distribué à travers un réseau très complexe de conduits qui mesure plusieurs kilomètres. Sur le toit, il y a des capteurs qui mesurent l'intensité du vent et l'épaisseur de la neige. Ces informations sont envoyées au système d'alimentation d'air qui ajuste ainsi automatiquement la pression envoyée dans les coussins. La pression peut monter jusqu'à 800 pascal et les coussins peuvent supporter le poids d'1 mètre de neige sans problème. Bien évidemment, des trous peuvent se former dans les coussins. Mais grâce à la faible pression à l'intérieur, on peut avoir un trou de 5 à 10 cm sans que le coussin se déforme et qu'il finisse par s'effondrer. Régulièrement, les techniciens du stade accèdent au toit pour effectuer des visites de contrôle et de maintenance. Ce matériau est vraiment très résistant. On peut s'y asseoir dessus et même s'y coucher. Ça résiste parfaitement. C'est super. Régulièrement, nous venons vérifier la présence de trous et on les répare. Lors de la conception du stade, les ingénieurs ont dû relever un autre défi. Que faire en cas d'arrêt total du système de ventilation ? En cas de panne du système de ventilation, de grandes quantités d'eau pourraient s'accumuler sur le toit. Ça représenterait potentiellement plusieurs centaines de tonnes que la toiture devrait supporter. Et les coussins pourraient très bien s'effondrer sous le poids de toute cette pluie. Un astucieux système de drainage a alors été imaginé pour éviter l'effondrement du toit sous le poids de l'eau. Chaque coussin de la toiture est équipé d'un long tube creux. En cas de panne des systèmes de ventilation de secours, les coussins vont se dégonfler et l'eau va alors commencer à remplir le fond. Mais le liquide ne peut pas s'accumuler en grande quantité, car il est évacué au fur et à mesure à travers les tubes.
Ce système ingénieux permet de diminuer considérablement la charge sur les charpentes du toit. En dehors de la pluie, la chaleur du soleil est une autre menace pour le toit de l'Allianz Arena. À cause de sa perméabilité aux UV, le TFE laisse passer une grande quantité de lumière et d'énergie qui s'accumule sous le toit. Ça fait un peu comme un effet de serre où il fait beaucoup plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il peut faire jusqu'à 80 ou 90 degrés en été. Pour réguler la température, les ingénieurs ont donc créé plusieurs bouches d'aération qui permettent d'évacuer la chaleur. Elles sont réparties uniformément autour de l'anneau extérieur du toit. Malgré la chaleur, l'ensoleillement est un élément déterminant dans la conception d'un stade. Les architectes doivent orienter l'enceinte pour que les joueurs et les spectateurs n'aient pas le soleil dans les yeux durant un match. Ils doivent aussi penser à la pelouse qui a besoin de lumière pour pousser. Pour inonder de soleil l'herbe du stade, les architectes de l'Allianz Arena ont eu l'idée d'utiliser deux types de coussins au niveau de la toiture. Les coussins situés au nord et au nord-est du stade, peu exposés au soleil, sont teintés en blanc afin de réfléchir au maximum les rayons lumineux et réduire la chaleur sous le toit. Ceux situés au sud et au sud-ouest du stade, très exposés au soleil, sont transparents pour laisser pénétrer le rayonnement solaire nécessaire à la bonne pousse du gazon. Lors des matchs, de grands rideaux gris sont tirés sous ces coussins transparents afin de limiter le soleil sur le terrain de jeu. À Londres aussi, les architectes ont dû composer avec le soleil. Ils devaient conserver l'orientation est-ouest du terrain afin de garder l'âme de l'ancien Wembley et faire en sorte que le jour de la finale de la Coupe d'Angleterre, la pelouse se trouve en plein soleil. Cette orientation est idéale pour éviter les zones d'ombre lors de la retransmission du match et apporte un maximum d'ensoleillement à la pelouse. Mais la Fédération internationale de football impose qu'un toit surplombe tous les sièges lors des compétitions internationales. Une nouvelle contrainte à prendre en compte pour les architectes. On est face à ce genre de dilemme. La FIFA nous oblige à couvrir tous les sièges du stade. Mais comme le stade a 90 000 places et que les tribunes sont si hautes, ça signifie que l'ouverture au milieu du toit serait très petite. Donc la pelouse mourrait. Pour éclairer la pelouse au maximum, les ingénieurs ont imaginé un astucieux système de panneaux rétractables et superposables. Le toit en aluminium est découpé en 7 panneaux mobiles. 3 panneaux situés côté est, 3 côté ouest et un immense panneau au sud. L'ouverture commence toujours par les 2 premiers panneaux du dessous. En reculant, ces derniers vont entraîner dans leur course le 3e panneau. Le même processus a lieu côté ouest. Enfin, le plus gros panneau situé au sud peut lui aussi se retirer. Une fois ouvert, toute la surface de la pelouse est ainsi baignée de soleil. Jan Stevenson est le responsable de la toiture. Nous le retrouvons au moment de l'ouverture du toit. Ok Dave, les vérifications de mise en mouvement sont faites à l'ouest. Les trappes sont fermées. Les panneaux Est sont prêts quand t'es prêt. Je répète, prêts quand t'es prêt.
Ok, bien reçu. On entame l'ouverture de la partie est du toit. Je répète. Ouverture de la partie est du toit, terminée. Bien reçu. L'alarme sonne pour indiquer que les systèmes sont en marche et que le toit est en train de se rétracter. Et c'est parti. Donc on va juste se diriger vers l'unité motrice et on va juste observer et surveiller le toit qui se rétracte. Tous les panneaux à la fois. Là, c'est le panneau le plus large côté est, le panneau supérieur numéro 1, qui arrive dans sa position finale. Ces capteurs-là, par exemple, sont localisés sur les rails. Ces capteurs permettent de déclencher ou d'interrompre le mouvement. Ils sont coordonnés avec l'ordinateur central qui pilote le toit et qui ainsi commande son arrêt en position finale. Grâce à tous ces capteurs, les équipes en salle de contrôle peuvent suivre en temps réel la vitesse et la position de chaque partie du toit en déplacement. Ici, on peut voir qu'il y a différentes alarmes et lumières de signalisation. Elles se mettent en marche quand il y a un problème au niveau de n'importe quelle partie du toit. S'il y a quelque chose qui bloque, s'il y a un grand coup de vent qui pourrait désaligner le toit s'arrête. Et ça, on va le voir instantanément sur cet écran. Ça va clignoter et je dois comprendre ce que les lumières ou alarmes indiquent, puis gérer le problème et relancer l'ouverture ou la fermeture du toit selon ce qu'on est en train de faire. Au final, pas moins de 57 minutes sont nécessaires pour déplacer les panneaux côté est et côté ouest, et 17 minutes pour le panneau sud. Si le toit protège des intempéries et du soleil, il joue aussi un rôle inattendu, mais bien connu des architectes. Il participe à la propagation du son. Le Hall de Wembley était réputé dans le monde entier pour son ambiance assourdissante, et notamment le rugissement des supporters lors de l'arrivée des joueurs sur la pelouse. On l'appelait le Wembley Roar. Une des choses les plus géniales du vieux Wembley, c'était le son qui tourbillonnait dans l'enceinte. Hampden Park a quelque chose de très semblable, appelé le Hampden Roar. Et ça revient simplement au fait que, quand on a 100 000 personnes dans les tribunes, l'acoustique rebondit partout. Et en 1963, ils ont installé des toits pour que le stade soit fermé. Et ça a augmenté le niveau du bruit. C'était un lieu super bruyant. Et ça aide vraiment pendant un match de football. Pour recréer cette ambiance si particulière, les architectes ont analysé le comportement du son dans l'ancien stade de Wembley. Les résultats leur ont permis d'améliorer l'acoustique à l'intérieur de la nouvelle enceinte. On voit certains stades qui ont des espaces entre l'arrière des tribunes et le toit. S'il y a un espace, le son sort par cet espace. On a fermé l'espace, on a mis une bande de verre tout autour du stade. Et comme ça, le son remplit vraiment tout l'intérieur de l'enceinte et se répercute dans le stade. Donc on obtient un écho. Les spectateurs sentent beaucoup plus l'atmosphère parce que le son rebondit sur le toit et sur les murs de verre à l'arrière des tribunes et revient sur la pelouse dans les oreilles des joueurs. Ils entendent aussi la tribune basse. On s'est rendu compte que les sons de la tribune basse se répercutent dans l'enceinte, mais arrivent aussi directement au niveau de la pelouse. Donc, quand on a une très grande tribune basse, c'est ce que les joueurs entendent le plus. Ça les fait se sentir mieux et c'est important pour eux. C'est un vrai succès. Même quand Wembley n'est pas complètement rempli, on sait que l'atmosphère est telle qu'on l'a connue dans l'ancien, et même mieux d'ailleurs. Les spectateurs vivent une expérience de meilleure qualité,
Ils viennent et ils sont transportés dans une expérience unique. Créer une ambiance, rapprocher le plus possible les supporters de l'action est devenu une marque de fabrique et un gage de qualité pour les plus grands stades de football. Pour les architectes du cabinet Herzog et de Meuron, ces éléments étaient une priorité dès la conception du stade. La consigne pour la construction de l'Allianz Arena était de faire un stade construit sur mesure pour le foot, où les fans sont directement en contact avec les joueurs. Il peut même y avoir une véritable interaction pendant le match. Les spectateurs sont tout près du terrain de jeu. Il y a 3 niveaux de gradins. Les fans dominent vraiment le jeu et l'intérieur du stade est plus compact, plus concentré sur le match de football. Pour que le public soit au plus près de l'action, les architectes ont minutieusement travaillé sur la courbure de l'enceinte et le tracé des gradins. Le défi était de garantir à chaque visiteur la meilleure visibilité et une vue dégagée depuis n'importe quel endroit des tribunes. Pour cela, les architectes devaient faire en sorte qu'un spectateur puisse voir une action sur le terrain sans être gêné par la tête de la personne assise devant lui. La ligne de visibilité de ce spectateur ne devait pas être perturbée par la tête du voisin de devant. Idem pour le voisin du dessous, dont la ligne de visibilité ne devait pas être perturbée par son voisin du dessous. Les architectes ont donc défini une distance minimum à conserver entre les lignes de visibilité des spectateurs afin de leur garantir un maximum de confort visuel. Plus cette distance est grande, meilleure sera la visibilité. Ainsi, les spectateurs de la tribune basse de l'Allianz Arena ont une ligne de visibilité séparée d'en moyenne 10 cm. Alors que sur la tribune intermédiaire, les lignes de visibilité sont rapprochées de 9 cm. En tribune supérieure, elles sont séparées d'en moyenne 8 cm. Pour offrir davantage de visibilité aux spectateurs de la tribune supérieure, les architectes n'ont pas hésité à incliner la tribune à son maximum, soit 34 degrés autorisés par la réglementation. Mais l'ambiance d'une rencontre sportive ne se joue pas uniquement lors d'un match. Elle commence dès l'arrivée du public à l'approche du stade. Pour accueillir les 70 000 supporters, les architectes de l'Allianz Arena ont imaginé une immense esplanade surplombant un parking. Le défi était énorme parce que nous devions créer 11 000 places pour ce qui allait être le plus grand parking couvert d'Europe, dans un stade. Plutôt que de construire un immense parking souterrain invisible sous le stade, les architectes ont donc conçu une esplanade qui entoure l'enceinte et sous laquelle ont été construits différents niveaux pour accueillir les véhicules. Longue de 600 mètres et large de 134 mètres, l'esplanade s'élève jusqu'à 12 mètres de hauteur, puis redescend légèrement au niveau du 2e étage du stade. Cette idée de génie a complètement transformé l'accès au stade des spectateurs. Telle une cathédrale des temps modernes, l'enceinte se révèle peu à peu à leurs yeux au fur et à mesure de leur montée vers l'arène. Les jours de match, l'esplanade est le lieu où tout commence.
Ça doit être un lieu accueillant pour que le suspense monte peu à peu chez les supporters, jusqu'au moment où ils se retrouvent tous à l'intérieur du stade pour assister à un bon match de football. L'esplanade offre un endroit où la mise en scène peut commencer. L'Allianz Arena a besoin de l'esplanade, et l'esplanade est la toile de fond du stade et du jeu. Dans ce jeu de mise en scène, les architectes ont vu les choses en grand et ont aussi imaginé un ingénieux système d'éclairage. Sans doute celui qui a fait la renommée de l'Allianz Arena dans le monde entier. Ce qui est spécial dans ce stade, c'est que c'était le siège de 2 clubs de football. 2 clubs qui ont donc des identités différentes, des fans différents. Et donc il fallait un stade qui soit un élément d'identification pour les 2 clubs. C'était un grand défi de ne pas construire un stade neutre. J'ai donc eu l'idée de résoudre ce problème, ces différentes identités, en utilisant des lumières colorées. C'est-à-dire faire un stade qui, un peu comme un caméléon, peut changer d'identité selon l'équipe qui joue, les Lions 1860 ou le FC Bayern. Pour réaliser ce jeu de lumière, les ingénieurs ont placé à la base de chaque coussin une série de panneaux composés de 285 LED rouges, vertes et jaunes qui, une fois mélangés, peuvent donner une palette de 16 millions de couleurs. Grâce à ses caractéristiques de transparence, le TFE laisse traverser la lumière et la diffuse vers l'extérieur, donnant au coussin une couleur parfaitement uniforme. Au total, ce sont 300 000 LED qui éclairent tous les coussins qui entourent la façade de l'Allianz Arena. Depuis le départ du TSV 1860, l'Arena brille désormais en rouge aux couleurs du FC Bayern de Munich. Grâce à la forme des coussins et à l'éclairage, il est possible de recréer toutes sortes de motifs, dont le fameux logo du club qui arbore fièrement les losanges bleus et blancs du drapeau bavarois. Aux commandes de ce jeu multicolore, Cristiano Salman, directeur technique de l'Arena. Nous sommes dans le centre de contrôle de l'Allianz Arena, le centre névralgique. C'est d'ici que nous pouvons tout piloter, y compris la façade. Lors de la journée mondiale du diabète, nous l'éclairons en bleu. Pendant la semaine, lorsqu'il n'y a pas de match, nous activons une animation qui alterne toutes les 3 minutes le rouge et le blanc. Nous pouvons aussi mettre en place des animations spéciales comme lors de l'Independence Day avec la bannière étoilée, en vert pour la Saint-Patrick, ou aux couleurs du Christopher Street Day, ou encore en orange pour la fête du roi de Hollande. En général, pour les équipes internationales, on illumine la façade en blanc, mais on peut aussi afficher les couleurs du drapeau national. Tous les soirs de l'année, l'Allianz Arena brille tel un phare au milieu de la plaine bavaroise. Le paysage ici est très ouvert, comme c'est un carrefour d'autoroute.
Et nous voulions poser ici un jalon pour Munich, à son entrée principale, au nord de la ville. Cet objet lumineux domine le paysage. Erwähnt, kein Gebäude sein, sondern ein großes Objekt. À 1000 km de là, un autre phare embrase la banlieue londonienne. L'arche du stade de Wembley peut elle aussi mettre ses habits de couleur. On a pris la décision d'installer un système pour éclairer l'arche quand la nuit tombe. Et comme les lumières sont cachées dans la structure, elles brillent de l'intérieur et on ne voit jamais la source lumineuse. Ça lui donne vraiment une particularité supplémentaire. Quand tu mets de la lumière dans le stade, ça devient comme des bijoux qui brillent à l'intérieur de cette énorme structure. Et ça peut être vu de très loin. On s'est dit que ça allait devenir une image très forte pour le stade. Et pour changer les lumières dissimulées dans l'arche, les ingénieurs ont imaginé une nacelle capable de se déplacer à l'intérieur même de la structure. Là, vous pouvez voir qu'on a déjà enlevé une lumière. Et là, c'est les supports. On a enlevé une lumière parce que l'ampoule a grillé. Et du coup, la semaine prochaine, on va remonter pour la fixer. Jerry Mortimer est en charge des travaux de maintenance. À chaque traversée, il est toujours impressionné par le gigantisme de l'ouvrage. Regardez sa taille. Même là, sur le rail, dans la nacelle, je suis debout. Et il y a encore de la place pour une deuxième personne au-dessus de ma tête. Et vous avez 2 mètres sous la nacelle, et donc 2 mètres au-dessus de la nacelle. C'est énorme. C'est énorme. Quand on est autour du stade, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas vraiment. La taille impressionnante de l'élément. L'arche fait 7,5 mètres de diamètre. On prend un Eurostar et on peut le faire passer à travers. C'est considérable. Là maintenant, on est au point le plus haut de l'arche. On est plus haut que le London Eye. Et on est pile au milieu. L'anneau là, c'est le seul anneau qui n'a pas de lumière. Avec ce nouveau stade, les architectes britanniques ont réussi leur pari. Réaliser un temple du football moderne tout en préservant la tradition et l'âme de l'ancien Wembley. Travailler sur ce stade a vraiment été une expérience unique. J'ai été tellement fier quand il a ouvert. Je suis un fan de sport. J'ai voulu être impliqué dans ce projet dès le début et j'ai créé quelque chose qui permet à n'importe qui de venir et de vivre une expérience unique. L'Allianz Arena est quant à elle devenue un symbole fort de toute une ville, une région, voire un pays. Auf der anderen Seite Munich est pour nous une ville très importante. sehr wichtige. Das macht immer sehr viel Et nous sommes toujours très heureux de pouvoir réaliser un projet qui est si important pour la ville, realisieren zu können, was wirklich qui a un effet tellement décisif pour elle einen Effekt in der Stadt et qui peut la transformer. kann. Das ist uns ein paar Mal gelungen. Das Ça nous était déjà arrivé plusieurs fois, mais celui-ci appartient à une autre catégorie, complètement à part. C'est une exception, un peu comme la Tate Modern à Londres ou la Philharmonie de Hambourg. diese Chance bekommen, Cette chance n'arrive pas tout le temps. Ce sont des opportunités rares qu'il faut savoir saisir. Chancen, die man ergreifen muss.
De par leur architecture singulière, l'Allianz Arena et Wembley sont désormais des références en matière de construction de stades. Mais ce que les architectes ont également réussi, c'est de recréer des ambiances visuelles, lumineuses et sonores qui apportent aux supporters une expérience inoubliable.